hier, j'étais dans le nord d'Israël et j'ai rencontré des soldats israéliens qui passent en général leur vie, entre guillemets, entre le côté israélien et le côté libanais. Et je peux vous dire que ces soldats sont prêts à intervenir à tout moment, à n'importe quelle heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le chef d'état-major Eyal Zamir affirme qu'Israël se trouve aujourd'hui au carrefour stratégique, alors que des négociations politiques sont en cours sur plusieurs fronts. Il assure que Tsahal reste pleinement préparé à reprendre des combats intensifs si nécessaire. Il estime aussi que ces négociations sont rendues possibles par le succès militaire obtenu ces derniers mois. Alors, est-ce que Tsahal est vraiment prêt à repartir au combat ? Quels sont les fronts les plus préoccupants ? C'est ce que nous allons essayer de voir et de comprendre avec notre premier invité ce matin, Stéphane Goldin. Stéphane, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de Kalita. Vous êtes journaliste spécialiste des questions militaires. On va revenir un peu sur ces déclarations qui ont été faites par le chef de l'état-major, Eyal Zamir, qui parle d'un carrefour stratégique. Alors, est-ce que ça veut dire qu'Israël est prêt pratiquement à reprendre des combats sur les différents fronts ? Ça veut dire qu'Israël ne s'est jamais arrêté d'être prêt à reprendre tous les combats et sur tous les fronts, multiformes. Il y a eu ces cessez-le-feu et Israël n'a pas voulu ces cessez-le-feu, donc Israël était prêt à continuer le combat. Oui, Israël est prêt à continuer à intervenir, cela soit au nord, cela soit au sud, mais bien au-delà aussi des frontières d'Israël, et je pense plus particulièrement au territoire iranien. Alors c'est vrai que parallèlement à tout cela, il y a aussi énormément de réservistes qui ont fait énormément de jours sous les drapeaux, et c'est vrai qu'il y a actuellement une rotation qui doit se faire. C'est vrai que il va falloir actuellement Tsahal est en train de combiner, je dirais, le fait que ces réservistes justement puissent un petit peu souffler et pouvoir maintenir cette mobilisation, mais elle arrive à le faire parce qu'il y a ce roulement qui continue à se faire. Mais c'est vrai que Israël actuellement, en tout cas l'ensemble des forces de sécurité, parce qu'on parle de Tsahal, mais il y a aussi l'ensemble des forces du renseignement, sont prêts à intervenir à n'importe quel moment, n'importe où, et sont complètement mobilisés à plus que 100%. Alors, ils sont mobilisés, mais quand même, cette période que le chef de l'état-major parle d'une période intermédiaire, et c'est une période un peu dangereuse, hein, on a l'impression, pour les soldats et pour les responsables militaires. Comment Tsahal se prépare justement face à cette période de transition ? Oui, c'est une période qui est dangereuse parce que exactement nous sommes dans un entre-deux, dans une sorte de valse à plusieurs temps, où nous avons, si je peux m'exprimer ainsi, le derrière entre deux chaises. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est vrai qu'il y a la volonté politique de vouloir arriver à des négociations avec une pression américaine, et d'un autre côté il y a cette pression, il y a ces atteintes à la sécurité qui sont faites par les mouvements terroristes, que cela soit oral ou que ce soit concret, comme cela peut se passer au Liban, comme cela peut se passer ailleurs. Donc Israël est obligé de jouer cette carte-là, mais c'est vrai que toutes ces négociations, comme l'a dit Eyal Zamir d'ailleurs, peuvent être mises en place actuellement grâce aux interventions de l'armée, aux interventions de Tsahal. Et c'est vrai qu'il était important d'ailleurs que le patron du CENTCOM, Brad Cooper, qui était présent lors d'une réunion très importante avec l'ensemble, je dirais, de hauts gradés de Tsahal, puisse montrer l'importance, je dirais, des forces armées dans le cadre justement de ces négociations qui mettent une pression évidemment sur le politique, sur les politiques, mais sur le fait aussi qu'on peut arriver à ces négociations. Alors c'est vrai que actuellement Tsahal est dans un entre-deux, comme toutes les armées, parce que d'un côté il faut pas répondre, ou il faut attendre d'avoir une réponse pour pouvoir intervenir, ou avoir une réponse d'une façon peut-être un peu plus longue parce qu'il y a d'autres intérêts, d'autres enjeux. Mais toujours est-il que Olivier, je vais vous donner un petit exemple. Hier, j'étais dans le nord d'Israël et j'ai rencontré des soldats israéliens qui passent en général leur vie, entre guillemets, entre le côté israélien et le côté libanais. Et je peux vous dire que ces soldats
sont prêtes à intervenir à tout moment, à n'importe quelle heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, vous parlez justement de cette période de transition, de tension aussi importante, mais parallèlement à ça, on a vu et on a entendu que les règles, surtout pour les tirs dans la bande de Gaza, ont été changées. Alors, est-ce que ces changements qui ont été demandés par rapport justement au plan qui a été proposé par plusieurs pays pour un règlement dans la bande de Gaza, est-ce que c'est compatible avec cette situation qui est encore une situation de tension? Alors c'est compatible et c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué pour des soldats de ne pas pouvoir riposter. Je voudrais simplement rappeler qu'hier, il y a eu une tentative d'infiltration au-delà de la ligne jaune dans la bande de Gaza. Les soldats israéliens ont contenu cette tentative, mais il n'y a pas eu de tir, il n'y a pas eu de blessés ni de morts. Et c'est vrai que c'est compliqué pour les soldats israéliens et pour tout soldat, je dirais, de ne pas intervenir offensivement. Donc actuellement, nous sommes dans une période où c'est plutôt une période d'observation, de défense, ce qui a été fait pendant de longues années. Maintenant, après ces années, c'est pratiquement 3 ans où Tsahal a été dans une période offensive, elle revient dans une période d'observation, de défense. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être offensive. Israël et Tsahal doivent rester une armée de combat, une armée offensive, en cas d'alerte, en cas d'attaque. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué pour l'état-major, mais c'est aussi compliqué pour les soldats qui sont sur le terrain, qui comprennent peut-être un petit peu moins aussi ce qui se passe en haut de la pyramide et qui se disent pourquoi on ne répond pas à un moment où on est attaqué, où on est menacé. Et c'est vrai que là, toute la complication, je dirais, la complexité qu'il va falloir gérer sur le terrain, entre d'un côté des volontés politiques et d'un autre côté la réalité militaire sur le terrain qui est pas toujours non pas compatible mais toujours parallèle et toujours en phase. En tout cas, une situation quand même difficile pour les soldats et pour les je pense à ces soldats surtout qui sont sur le terrain depuis quelquefois pour certains plusieurs centaines de jours où les nerfs sont vifs, où la menace est toujours là. Et à un moment donné, il y a encore quelques semaines, on leur demandait d'attaquer. Et là, on va leur dire non, surtout, vous regardez, vous ne répondez pas. Alors, je voudrais vous demander aussi, par rapport à votre expérience et sur les différents fronts qui existent, Gaza, le Liban, l'Iran et la Syrie, quel est, d'après vous, le front le plus inquiétant ? Écoutez, le Liban et Gaza restent des fronts inquiétants. On n'a pas parlé non plus de la Judée-Samarie qui est une cocotte minute qui pourrait aussi exploser à n'importe quel moment. L'Iran, évidemment, je dirais qu'il n'y a pas de front moins inquiétant que l'autre, malheureusement. Le Liban, on voit très bien que le Hezbollah est toujours là et que le Hezbollah ne veut aucun accord et veut continuer à frapper et attaquer Israël. On voit bien qu'à Gaza, le Hamas est toujours là. Et comme je le disais tout à l'heure, hier, il y a eu une tentative de vouloir rentrer sur la ligne jaune. Et donc, on sait comment les choses pourraient évoluer, sachant que le désarmement n'existe pas et que s'ils devaient remettre leurs armes, qui sont des armes lourdes et non pas des armes légères, elles seront remises à une autorité palestinienne, entre guillemets, avec l'autorité palestinienne, justement, le djihad islamique, mais aussi le Hamas. Donc, c'est un peu se remettre ses propres armes. L'Iran reste une menace dans toute la région et continue à menacer, sachant que l'Iran, pendant cette trêve, a continué à développer une nouvelle forme de missile avec des têtes qui pourraient changer de direction au dernier moment. La Syrie, qui reste aussi une question avec un grand point d'interrogation, où Israël doit surveiller ce territoire comme le lait sur le feu. Et on voit en plus de cela qu'il y a des Israéliens qui essayent de passer du côté syrien. Il y a eu une vingtaine de cas ces dernières semaines. Et c'est un travail en plus pour les soldats israéliens de pouvoir contrôler ces personnes qui mettent en danger d'ailleurs les soldats israéliens en faisant ce type d'action très grave. Donc voilà, pour le moment, nous sommes dans une situation qui est loin d'être calme, dans le sens où
tout le monde reste sur le qui-vive, tout le monde reste sur ses positions, tout le monde a le doigt sur la gâchette et tout le monde est prêt à intervenir à n'importe quel moment. Et je dirais que c'est comme une étincelle qui pourrait faire exploser, n'importe quelle étincelle pourrait faire exploser, je dirais, le mithane, Ouais. l'explosif à n'importe quel, n'importe quand. Vous avez parlé tout à l'heure, Stéphane, du commandant du CENTCOM, Brad Cooper, qui participait donc à cette réunion avec Eyal Zamir et les hauts responsables militaires israéliens. On avait parlé d'une coopération entre militaires entre les États-Unis et Israël qui est peut-être semblait être peut-être en baisse, mais la présence du commandant du CENTCOM prouve justement que la coopération militaire entre les États-Unis et Israël est vraiment au plus haut de sa forme aujourd'hui, n'est-ce pas? Écoutez, les États-Unis et Israël, c'est comme un vieux couple avec des hauts, des bas. Il y a quelquefois des froids, il y a quelquefois un peu plus chaud. Et c'est vrai qu'au niveau politique, on est plutôt dans une période un peu plus fraîche entre le gouvernement israélien et l'administration. Enfin, toujours est-il qu'au niveau militaire, au niveau du renseignement, il y a jamais la coopération n'a jamais cessé. Et je pense que la présence de Brad Cooper sur le territoire israélien à cette réunion, avec des hauts gradés de Tsahal, était très importante. Ça montrait que cette coopération existait, que les États-Unis et Israël restaient des pays alliés dans la région et que c'était très important, je dirais, par rapport à ce qui se passe dans la région, par rapport à comment les choses évoluent aussi autour de nous et montrer un signe aussi aux autres pays que les États-Unis n'ont pas lâché Israël. Oui, on a vu aussi par rapport à ces menaces qui étaient contre l'avion du président Trump et les renseignements fournis par Israël que cette coopération est aussi sur le point du renseignement. Exactement, et cette coopération elle se fait aussi au niveau du renseignement. Il faut savoir que lors de la dernière visite de Benjamin Netanyahou à Washington, Benjamin Netanyahou était venu aussi avec un nombre de renseignements relativement important pour l'administration américaine. Et je dirais dans la famille du renseignement, il y a toujours ce lien très fort entre les deux pays. Et je doute qu'il puisse cesser dans les jours, dans les mois ou dans les années à venir, parce que c'est très important aussi, non pas simplement au niveau d'Israël, de la région, c'est aussi très important au niveau mondial, parce que c'est vrai que ce renseignement permet aussi probablement à donner des informations pour qu'il puisse être évité des attentats qui pourraient se passer dans des capitales occidentales, par exemple. Très bien, merci beaucoup pour cette analyse, Stéphane Goldin. On reste donc sur le qui-vive, que ce soit sur le plan militaire, sur le plan du renseignement. Merci d'avoir été ce matin avec nous, Stéphane, et bonne continuation, bonne journée à vous. Bonne journée, Olivier, bonne journée à vous tous.